Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage sur Niveau d'Info. Manifestation en Turquie, l'opposition continue d'appeler au rassemblement devant le bâtiment de la mairie d'Istanbul depuis l'arrestation du maire le 19 mars dernier. Plus de 140 000 manifestants ont été arrêtés dans le pays depuis le début de la contestation. La justice a notamment ordonné l'arrestation de 7 journalistes. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Plus des dizaines de milliers de personnes manifestent depuis 7 jours en Turquie. Que pouvez-vous nous dire sur le contexte de cette situation? Ces manifestations sont dues à l'arrestation d'un leader politique. Et généralement, dans tous les pays, c'est la première réaction des militants. Quand leur leader politique est arrêté, quelle que soit par ailleurs la raison, la réaction politique, c'est de sortir, de manifester et de refuser que leur leader soit sous le coup, non pas d'une affaire judiciaire, mais plutôt d'une affaire politique. Et c'est exactement le cas actuellement au niveau de la Turquie. Les populations manifestent puisque le maire d'Istanbul, Ikram Amamoglu, a été arrêté. Et les gens considèrent que celui-là a été arrêté parce qu'il fait partie des potentiels candidats, des potentiels challengers du président actuel pour la prochaine présidentielle de 2028. Et les gens pensent que c'est indirectement une façon de l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Et ça fait qu'effectivement, depuis son arrestation, les manifestations continuent aussi, surtout à Istanbul, à Ankara, effectivement, à Izmir, mais également dans d'autres localités au niveau du pays. Et nous avons récemment vu des manifestations massives et des arrestations, en particulier en lien avec l'appel du chef du Parti républicain du peuple, le CHP, un rassemblement de soutien pour donc dénoncer l'arrestation du maire. Mais quelle est l'importance du maire d'Ekrem İmamoğlu dans la dynamique politique en Turquie? İmamoğlu est maire d'Istanbul depuis 2 mandats. Alors que comme on le sait, et c'est ce qui se passe dans nos pays de façon générale, quand l'opposition commence à prendre du poil de la bête, l'opposition prend les villes. Depuis qu'il a pris la mairie, il est devenu une sorte de bête noire pour le parti du président de la République, l'AKP. Et ça se comprend parce que Istanbul, quand même, ce n'est pas une petite affaire. Et ça permet également à un candidat potentiel à une élection présidentielle, quand vous êtes maire d'une grande ville, mais ça vous donne une énorme visibilité. Ça vous facilite votre campagne électorale, d'autant plus que si vous faites le boulot qu'il faut en tant que maire, mais vous pourrez vous fonder sur vos résultats que vous avez eu à faire à l'échelle d'une ville pour dire aux gens, si vous me donnez le pays, je ferai à l'échelle du pays ce que j'ai fait à l'échelle d'une ville. Qu'on se rappelle que lors des dernières élections municipales, il a été la bête noire, AKP a tout fait pour le vaincre, mais ils n'ont pas pu lui reprendre ce poste de maire. Maintenant, il dérange parce que jusqu'à présent, le AKP, le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan, avait cette force de se considérer un peu comme un parti, bon, les gens disent parfois islamo-nationaliste, moi je me demande qu'est-ce que ça signifie, ça me paraît compliqué. Ils se voulaient turcs, ils assumaient également leur identité de musulmans. Celui-là fait la même chose. Nous sommes par exemple, pendant la période du Ramadan, on a vu le président turc aller faire le iftar avec les populations, mais Ekrem İmamoğlu faisait exactement la même chose. Quand le président turc parle, vous sentez le langage islamique dans ses propos. Celui-là, quand il parle, vous sentez également le langage islamique dans ses propos. Donc, pour la première fois, ils sont en face d'un adversaire où ils ne sont pas en possibilité de dire aux Turcs qui sont globalement des musulmans que celui-là est plus proche de la religion que l'autre. Parce que souvent, on disait que celui-là est un islamiste, bon, mais celui-là également, il assume son identité de musulman. Ce qui fait que d'un point de vue politique, ce plus que AKP avait, celui-là est en train de puiser également dans ce plus-là, tout en restant quelqu'un que l'on connaît, qui a fait sa fortune au niveau de l'immobilier. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut accuser d'avoir été au pouvoir, d'avoir pris l'argent de quelqu'un ou autre, bien qu'on l'accuse de corruption. Et on a l'impression que
on est en train de s'acharner sur les opposants en Turquie. Parce qu'on parle plus de son cas. Il y a d'autres opposants, il y a 2 autres opposants quand même d'une grande envergure qui ont été mis en prison avant lui. D'autres de moindre envergure également qui sont en prison. De sorte que parfois, les gens se posent la question, est-ce qu'on va empêcher à l'opposition de pouvoir aller en bonne forme à la prochaine présidentielle? Son arrestation donc, a déclenché les manifestations les plus importantes en Turquie depuis 10 ans. Quelles pourraient être les conséquences d'un rassemblement réussi pour le CHP et l'opposition en général? Difficile à dire pour le moment parce qu'on dit depuis 12 ans, on se rappelle qu'effectivement, il y a eu également des manifestations monstres à l'époque. Bon, certains même avaient dit que c'était terminé très rapidement, le pouvoir, c'est fini, même si Erdogan reste, il perdra les prochaines élections, etc. On a plusieurs fois entendu ce discours, mais Erdogan est toujours là. Parce qu'il a effectivement des partisans. D'ailleurs, même d'habitude, à un certain moment, il faisait manifester eux aussi leurs partisans pour montrer aux gens que s'il faut faire la démonstration de force dans la rue, nous sommes là et nous pouvons occuper la rue, nous avons des partisans. Ce que je trouve intéressant, c'est quand Erdogan parle, il n'a pas interdit les manifestations. Et je trouve que c'est intéressant. Il a plutôt dit aux gens, il faut respecter plutôt les limites. Ne pas faire usage de la violence, ne pas insulter les gens, etc., mais qu'on laisse les gens manifester librement. Mais pour moi, ça c'est important parce que dans un pays, autant quand on est d'accord, on doit pouvoir l'exprimer sous la forme d'une manifestation, autant quand on n'est pas d'accord, on doit pouvoir l'exprimer sous la forme d'une manifestation. Ici, on est en face de ces questions que moi, j'aime pas du tout. C'est-à-dire quand le judiciaire est mélangé avec la politique, on a souvent du mal à faire la part des choses. Et c'est le cas actuellement parce que celui qui a été arrêté est un leader politique. Il a été investi même après son arrestation comme candidat à l'élection présidentielle. Il était le seul candidat aussi au sein de son parti. Effectivement, il a été investi comme candidat à l'élection présidentielle. On est obligé de s'interroger d'un point de vue politique. Mais d'un point de vue juridique, on lui reproche également quelque chose. Jusqu'où ce qu'on lui reproche est vrai. Bon, quelque temps avant, on lui a même reproché d'avoir, comment on le dit encore, falsifié son diplôme. Ils ont annulé son diplôme universitaire, alors qu'en Turquie, quand tu n'as pas un diplôme universitaire, tu ne peux pas être candidat. Mais tous ces éléments méritent d'être éclaircis pour qu'on sache où est la part du droit, où est la part de la politique. Et les manifestations pendant ce temps se multiplient, mais quel impact est-ce que cela pourrait avoir sur la gouvernance de Erdogan, surtout à l'approche de la présidentielle en 2028? Ces manifestations viennent au mauvais moment, au point que certains se demandent même est-ce que Erdogan n'a pas été piégé. Parce que quand on regarde ce qui se passe, il n'a aucun intérêt à ce que des manifestations monstres comme ce que l'on voit se déroulent au niveau de son pays. Erdogan, actuellement, sur l'international, est au top. Il a été mêlé dans des médiations, on l'entend partout. À l'intérieur, il y a des problèmes parce qu'il y a l'inflation qui est quand même assez forte au niveau de la Turquie. Il y a le coût de la vie qui est très cher. Il faut rappeler que quand il est arrivé au pouvoir, il a permis à la Turquie de faire un bond intéressant sur le plan économique. Aujourd'hui, la Turquie est confrontée à des difficultés. Donc, il n'a certainement pas besoin aujourd'hui de voir des populations manifester contre lui à l'intérieur de la Turquie, de sorte que les gens se posent des questions sur quel est son intérêt à agir de la sorte. La deuxième raison qui amène à se poser la question, c'est ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Il est quand même au pouvoir depuis 22 ans. Il a été Premier ministre, bien sûr, avant d'être président de la République. Et l'usure du pouvoir, ce n'est pas une réalité sur le continent africain seulement, c'est une réalité partout. Même quand tu permets à un certain moment à ton pays de faire un bond, à un autre moment, quand le contexte change, mais tu te retrouves avec une situation difficile comme c'est le cas actuellement. N'oubliez pas les tremblements de terre et autres qui sont passés ici, qui ont quand même secoué le régime à l'époque. Les populations n'ont certainement pas oublié tout cela. Maintenant, qu'est-ce que les populations feront de toutes ces choses par rapport à Erdogan, dont la situation n'est pas claire par rapport à la présidentielle de 2028, la question, elle est là, elle est fortement posée aujourd'hui au niveau de ceux qui font des analyses en se demandant quel impact cela va avoir sur lui et sur son parti, puisque c'est lui et son parti qui sont au pouvoir depuis 22 ans. Et Erdogan, justement, dirige la Turquie depuis près d'un quart de siècle. Son parti
de la justice et du développement, AKP, à tendance islamique, a pris le pouvoir en 2022, lui-même en 2003 au poste de chef du gouvernement, avant de devenir chef de l'État en 2014. Quels sont les enjeux pour lui de ces élections à venir? Mais les enjeux sont énormes, surtout pour son parti. Pour moi, Erdogan, il a 71 ans. Il peut partir alors qu'il est temps de partir. Moi, c'est ce que je défends tout le temps. Il faut savoir partir au bon moment. Il ne faut pas qu'on nous dise que dans ce parti, il n'y a pas de cadre. Parce que ça veut dire que Erdogan n'a pas pensé à une relève. Une relève. C'est comme si c'est moi, à part moi, il n'y a personne. Si c'est le cas, il a commis une très grosse erreur. Maintenant, il faut qu'il fasse attention parce qu'il est en train de vouloir avoir une victoire qui n'est pas encore complète parce qu'il a rencontré pendant longtemps des problèmes avec le PKK. Les Kurdes. Abdallah Öcalan vient d'accepter qu'on puisse aller vers la signature d'un accord de paix. Parce que les conditions ont changé. Les Kurdes avaient un appui à partir de la Syrie, de l'Irak, etc. Tout le monde sait ce qui se passe dans ces deux pays en termes de déstabilisation. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on ne l'a pas piégé? Un Erdogan qui est capable de ramener la paix avec les Kurdes, c'est un Erdogan qui est relancé à l'intérieur de la Turquie. Parce qu'il met fin à une guerre qui a duré pendant très longtemps, beaucoup d'attentats au niveau de la Turquie concernant cette affaire des Kurdes. Un autre élément, le maire d'Istanbul qui a été arrêté, tout comme le maire d'Ankara, puisque c'est les deux grandes villes, la capitale et la capitale économique, si on peut l'appeler ainsi, ont gagné les élections à cause de l'électorat kurde. Mais s'il réussit à régler son problème avec les Kurdes, ces gens risquent de perdre l'électorat kurde. Et si ces gens-là perdent l'électorat kurde, ça va renforcer Erdogan et son parti, l'AKP. Il y a tous ces enjeux qui sont là à l'interne d'un point de vue politique qui se jouent, de sorte que parfois les gens s'interrogent, est-ce que cette affaire est une affaire de Erdogan seulement? Parce qu'au niveau de l'opposition turque, comme ça se fait dans tous les pays, les opposants également s'opposent entre eux, puisque chacun veut prendre le fauteuil, et puisqu'il n'y en a pas trois, mais tu es obligé de t'opposer également à l'autre opposant, ce qui fait souvent malheureusement l'affaire du pouvoir. Vis-à-vis du président Recep Tayyip Erdogan, les médias parlent de dérive autoritaire. Qu'est-ce qui explique cela? C'est ce qui a toujours été dit à chaque fois qu'il y a eu des manifestations en Turquie et que ces manifestations se sont retrouvées réprimées. Ça fait longtemps qu'on parle de dérive autoritaire, mais comme j'ai dit, quand il y a manifestation dans un pays, il y a le maintien de l'ordre. Dans le maintien de l'ordre, il y a des limites. Parce que ça aussi, il faut qu'on le dise aux forces de défense et de sécurité. Il y a des règles dans le maintien de l'ordre, il y a des principes. Un des principes, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire, les forces de l'ordre ne peuvent pas exercer de la violence sur des populations qui manifestent et qui ne font preuve d'aucune violence. C'est pourquoi, généralement, quand les gens veulent manifester, ils disent clairement que la manifestation va être une manifestation pacifique. On n'a pas à réprimer une manifestation qui est une manifestation pacifique. Et si vous regardez le discours de Erdogan, c'est sur ça qu'il revient en disant aux gens, vous pouvez manifester, ne faites pas de violence, n'injuriez pas les gens, etc., pour qu'on reste dans le cadre de la manifestation de façon ordinaire. Mais il y a eu des arrestations, des milliers d'arrestations, et certainement il y en a eu plus parce que généralement on donne un nombre, quand on fera le point à l'échelle nationale, le nombre pourra dépasser le nombre qui est donné de façon officielle. Est-ce que c'est une dictature qui s'installe ou bien est-ce que c'est des pays européens dérangés par une Turquie, membre de l'OTAN, qui ne parle pas le même langage que l'OTAN sur toutes les questions, notamment la question de l'Ukraine, la question de la Palestine. Pendant longtemps, lors de la dernière présidentielle par exemple, mais une bonne partie des pays européens avaient pensé pouvoir profiter de cette occasion pour se débarrasser, si on peut le dire ainsi, de Recep Tayyip Erdogan. Mais malheureusement, pour eux, il est encore là. Mais on assiste à la même situation aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne s'entend pas avec eux sur toutes les questions. En même temps, ces manifestations prennent de l'ampleur, mais est-ce que finalement, cela ne montre pas que son emprise sur le pays reste quand même fragile quelque part? Fragile, je ne le crois pas, parce qu'on pourrait parler de fragile si les manifestations continuent. Dans un pays, quand la manifestation est là, le pouvoir joue sur le temps. Parce que ceux qui manifestent, à un certain moment, vont devoir aller s'occuper de leurs propres affaires. C'est pourquoi dans tous les pays du monde, là où on accepte que les populations manifestent, on joue ce qu'on appelle le dilatoire, on joue le temps. Pour que la manifestation elle-même baisse d'intensité. Après, il y a des stratégies qui sont connues. Ils l'ont fait en Turquie. On a bloqué le train ici, on a bloqué les bus là-bas pour ne pas faciliter la présence
des manifestations dans les lieux où se font les rassemblements. Ça, c'est des stratégies qui sont connues. Après, on a commencé à arrêter les gens. Vous allez voir, des gens qui ne sont pas très courageux vont se dire, mais attendez, s'il faut qu'on m'arrête, s'il faut que je risque d'être blessé. Ça, c'est la stratégie que les États utilisent chaque fois quand on accepte la manifestation. Derrière, on travaille à ce que la mobilisation ne puisse pas progresser, mais qu'elle puisse plutôt régresser, ce qui va permettre après à la chose de partir comme une bulle et les choses continuent comme avant. Qu'est-ce qui va se passer pour le moment? On ne le sait pas encore. Justement, jusqu'où comptent aller les manifestants? Ça, c'est une grande interrogation. C'est un point d'interrogation. Il y a une détermination qui est là, qui est claire, qui est nette, parce que ça fait déjà une semaine. Et comme les images le montrent, c'est des manifestations qui sont monstres. Parce qu'ici, il y a le fait qu'on ait arrêté quelqu'un, mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a d'autres politiques qui avaient été arrêtés auparavant. Toutes ces personnes appellent à venir manifester. Ce n'est pas un seul parti. Sans compter que les Turcs vivent une situation difficile et souvent les manifestations politiques sont l'occasion également pour dire le ras-le-bol des populations sur les difficultés économiques, etc. Justement, constitue un défi pour le gouvernement. Quelles sont les opportunités pour le camp adverse? Le camp adverse, c'est ce que l'opposition fait à chaque fois. Les gens disent que les opposants sont des opportunistes, mais ils ne sont pas nécessairement des opportunistes. Ils profitent d'une opportunité. Quand tu n'es pas en mesure de satisfaire les populations, ils donnent aux populations un espace dans lequel ils peuvent exprimer leur désaccord par rapport à ta politique, soit sur le côté de la santé, de l'éducation, le coût de la vie, etc. Et c'est ce qui se passe dans la manifestation. On ne parle pas seulement de la libération d'un opposant, mais on en profite également pour poser les problèmes, les difficultés auxquelles la Turquie est confrontée aujourd'hui, et elles sont réelles. Merci, Mamadou Diouf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.